avait droit de regard là-dessus. Alors vous révélez dans votre livre des côtés méconnus, des aspects de négociation entre les Algériens et les Américains, cette forme de diplomatie parallèle qui s'est développée sous Boumedienne. Et Boumedienne, pour négocier avec les Américains, fait appel à deux hommes. Il y a eu la guerre des 6 jours. Et au lendemain de la guerre des 6 jours, l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec les États-Unis. Et ces relations sont restées rompues jusqu'en 1974. Donc pendant 7 ans, il n'y avait pas de relations diplomatiques. Et par conséquent, officiellement, il n'y aurait pas dû y avoir, ou presque pas, de relations économiques non plus, ou autres, avec les États-Unis. Néanmoins, Boumedienne voulait quand même créer et renforcer ces liens économiques avec les États-Unis, parce qu'il faut dire que dans le domaine pétrolier en particulier, jusque-là, il y avait juste un face-à-face algéro-français. Il n'y avait que les compagnies françaises et la Sonatrach. Et donc, du côté algérien, on était toujours en difficulté parce que, d'abord, parce que on n'avait pas il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas un éventail plus grand de compagnies. Donc on a essayé d'attirer les compagnies américaines, mais les accords passés avec les Français limitaient quand même le pouvoir de décision du côté algérien. Bon, si vous rajoutez à cela donc la rupture des relations diplomatiques, le seul moyen qui lui restait, c'était d'essayer d'établir des relations plus ou moins secrètes avec les États-Unis. C'est ce qu'il a fait. Et il a utilisé essentiellement un homme, son meilleur ami et son unique ami. Boumedienne n'a eu qu'un seul ami dans sa vie, c'est celui-là, il s'appelle Messaoud Zeggar. Il a utilisé cet homme-là pour établir des Rachid relations Kaza avec lui. Oui. de son totem, qui lui avait sauvé la vie. Alors, Zeggar lui a sauvé la vie, effectivement. Il a caché à Casablanca, je crois, dans un appartement qu'il avait loué parce que, bon, Boussouf, qui était le patron déjà des services secrets, avait voulu se débarrasser de Boumedienne. Il voulait l'exécuter. Hein. Bon, et vous dites qu'il utilise aussi un autre homme qui s'appelle Chérif Guellal, qui avait été le premier ambassadeur algérien à Washington. Oui, alors celui-là, c'était pas tout à fait l'homme de Boumedienne. Enfin, bon, il servait de relais, oui. Oui, le Chérif Guellal, lui, c'était le premier ambassadeur à Washington. Et bon, c'est quelqu'un qui avait réussi à créer de très bons contacts avec la société américaine, avec les milieux politiques, les milieux universitaires, les milieux industriels américains. Et donc, bon, les relations diplomatiques étaient interrompues. Il n'y avait plus d'ambassadeur à Washington. Il se trouve que là aussi, les zizanies internes au régime, M. Bouteflika, qui était déjà à ce moment-là ministre des Affaires étrangères, l'a limogé. Simplement, il ne voulait plus de lui. Et bon, Abdeslam, qui était ministre de l'Énergie, l'a récupéré et l'a nommé représentant de la Sonatrach à Washington, enfin aux États-Unis, et donc a utilisé tous les contacts et tout le carnet d'adresses qu'il avait, ce monsieur. Et de l'autre côté, Messaoud Zeggar, donc l'homme de Boumedienne, lui faisait la même chose à un niveau encore plus élevé, puisque lui, il avait accès alors carrément à la Maison-Blanche. Et les messages passèrent. Vous racontez cette anecdote incroyable de cet astronome américain qui vient en visite officielle, enfin pas officielle, qui vient en visite en Algérie, porteur d'un message. Oui, oui, Frank Borman, et qui était l'invité de la Sonatrach. Hein. Il n'a Oui, pas été, pas l'invité de l'État algérien. Et la Sonatrach l'a invité officiellement pour venir raconter son aventure spatiale. Donc bon, il a fait une ou deux conférences, il a présenté un film, des images, etc. Donc c'était ça le but officiel, le but annoncé. Mais en réalité, Borman était venu parce qu'à ce moment-là, il y avait la guerre du Vietnam qui était en cours. Les Vietnamiens avaient pris des prisonniers américains et c'était le grand problème pour les Américains, c'était d'abord de récupérer la liste des prisonniers. Ils ne savaient pas combien de prisonniers américains détenaient les Vietnamiens et encore moins les noms. Ils ne savaient pas s'ils étaient morts, s'ils étaient vivants, etc. Et les Vietnamiens ne voulaient pas leur donner cette liste. Et les Américains ont demandé
donc, par le biais de Bormann, qui est venu à Alger, qui a rencontré le président Boumedienne et qui lui a transmis ce message de M. Nixon, à savoir, est-ce que vous pourriez, vous, Algériens, intercéder auprès des Vietnamiens pour qu'ils vous fournissent cette liste et, ce que les Algériens ont fait. Ce que les Algériens ont fait. Et par la suite, c'est M. Zega qui est allé aux États-Unis remettre cette liste donc, aux Américains. Et officiellement, aux yeux du monde entier, c'était un Algérien qui a joué le rôle de bienfaiteur, hein, qui a obtenu cette liste de prisonniers qu'il a fournis aux Américains. Bon. En réalité, c'était un donnant-donnant et en contrepartie, bon, les Américains ont consenti un certain nombre de choses. Ils ont fourni du blé à des prix très bas aux Algériens, des crédits, enfin, toute une série de choses. Le temps est venu d'appliquer nos propres choix. J'ai le plaisir d'annoncer officiellement, au nom du gouvernement et du Conseil de la Révolution, qu'à partir d'aujourd'hui, nous avons décidé de prendre 51% des avoirs des compagnies pétrolières françaises. Telle est la décision que je désirais annoncer en cette occasion, au nom de la Révolution, au nom du gouvernement et au nom du peuple algérien. Alors le coup d'éclat du président Boumedienne, c'est la nationalisation surprise des pétroles algériens. Il faut dire qu'il y avait eu une première vague de nationalisation quelques années avant, après la guerre de 6 jours. Et là, en 1971, le président algérien, sans prévenir personne d'ailleurs, décide la privatisation du pétrole algérien. Comment est-ce que vous l'apprenez, vous? Par hasard, enfin, on le sentait. Hein, vous étiez vice-président? Non, pas encore, vous n'étiez pas encore vice-président. Non, je n'étais pas encore. J'étais président de la Repal à ce moment-là, j'étais directeur général de la Repal. Et on sentait qu'il y avait de la nationalisation dans l'air. Ça faisait déjà 1 an et demi que des négociations duraient pour la revision de l'accord d'Alger de juillet 65, dans lequel il était prévu qu'il serait révisé au bout de 5 ans, donc en 1970. Les négociations ont démarré déjà en 69 et ont duré 1 an et demi pratiquement, jusqu'à la fin de 1970, sans qu'il n'y ait un résultat quelconque. Comme parallèlement à cela, les choses étaient en train d'évoluer et d'évoluer très vite à travers le monde et dans le domaine pétrolier, partout il y avait eu des avancées spectaculaires au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, dans d'autres pays africains. Partout, les prix étaient en train d'évoluer. Les compagnies pétrolières présentes dans tous ces pays-là étaient cédées de plus en plus de leur pouvoir aux États producteurs. Sauf, il n'y a qu'en Algérie que les choses ne bougeaient pas et on espérait toujours les faire bouger dans le cadre donc, de ces négociations algéro-françaises, puisque, encore une fois, c'était un face-à-face purement algéro-français. Et du côté français, bon, visiblement, on n'était pas décidé à céder sur ce plan-là. Des négociations ont duré 1 an et demi, 18 mois, c'est long de négociations. M. Bouteflika est venu, je ne sais pas, une vingtaine de fois à Paris, et M. Xavier Ortoli, chef de la délégation française, est venu autant de fois à Alger sans que ça ne débouche sur quoi que ce soit. Donc, puis finalement, les Algériens ont décidé de la nationalisation. Donc, mais est-ce qu'on sait qui a influencé Boumedienne? En ce qui concerne le principe de la nationalisation, ils sont 2 hommes à avoir décidé ça. C'est Boumedienne et Abdeslam. Hein. Ce sont eux qui ont décidé. Qui était ministre de l'énergie à l'époque. Hein. Qui était ministre de l'énergie. Bouteflika, qui était ministre des Affaires étrangères, n'était pas tout à fait chaud pour la nationalisation. Ouais. Lui aurait voulu que les choses continuent en l'état. La grande différence, si vous voulez, parce que ce qui a été nationalisé, c'est les gisements de pétrole ont été nationalisés à 51% simplement. C'est-à-dire que l'Algérie voulait simplement avoir le contrôle donc, des opérations. Les gisements de gaz à 100%, chose qui avait été déjà admise dans l'accord de juillet 65, donc 5 ans auparavant. Et les gazoducs et oléoducs, donc le transport terrestre, a également été nationalisé à 100%.
Bon, donc la différence dans les conceptions entre celle de Bouteflika et celle de Abdeslam et Boumedienne, c'est que de ce côté-ci, enfin Abdeslam et Boumedienne voulaient donc acquérir 51% sur l'ensemble des gisements. Bouteflika, lui, pensait qu'il pourrait obtenir 51% sur la totalité, sachant que quelque part, il y aurait un 20% et ailleurs, il y aurait un 80% ou quelque chose comme ça. La moyenne de cet ensemble de pourcentage donnant un 51%. Ce qui aurait voulu dire que sur certains gisements, les compagnies françaises, entre autres, c'était la proposition française, que les compagnies françaises se concentrent sur Hassim et Saoud, détiennent pratiquement la totalité d'Hassim et Saoud, et que le reste de l'Algérie, enfin le reste des gisements sahariens, soit cédé à l'Algérie, et la moyenne faisant donc grosso modo ce 51%. Et c'était ça la grosse différence. Et bon. Alors dans votre livre, vous racontez bien sûr comment du jour au lendemain, comment pendant la nuit, avec cette annonce de la privatisation, de nationalisation des pétroles algériens, vous vous préparez à reprendre les clés d'Hassim et Saoud, par exemple. En ce qui concerne la prise en main totale d'Hassim et Saoud, ça s'est intervenu le 1er mai 1971. Et vous racontez que ça s'est passé en une nuit. Oui, en une nuit, effectivement. Que les équipes algériennes sont arrivées. C'est dans la matinée du 30 avril que les représentants de la Compagnie française des pétroles, donc de la CFP, m'ont annoncé à moi, puisque c'était moi qui étais responsable d'Hassim et Saoud, dit nous partons ce soir, nous quittons l'Algérie ce soir, nous nous retirons. Et alors il fallait, en quelques heures, il fallait préparer la relève et prendre la suite des choses. Alors, je ne vous dis pas, la manière dont les choses se sont passées, c'est folklorique. Bon, c'est dans votre livre, il faut voir quand comment... vous réunissez les gens et que vous leur demandez qui est capable de prendre la tête de tel ou tel service, les gars ne savaient même pas qui était à la tête de ces services. Ils leur disaient, c'est qui le chef du service forage? Je ne sais pas, je crois que c'est Bertrand, je crois que c'est Paul, je crois que c'est Pierre. Bon, et au bout d'un moment, l'unanimité se faisait sur Bertrand. Donc on pense que c'est Bertrand qui... Parce qu'il ne savait rien. Il leur dit, bon, Bertrand s'en va demain matin. Est-ce que vous avez quelqu'un pour le remplacer? Ben oui, je pense que Mohamed serait le meilleur. Non, peut-être que Kader, lui, est peut-être un peu... etc. Et puis l'unanimité se faisait autour de Saïd. Bon, allez hop, Saïd, tu es chef de service. C'est comme ça que les choses se sont passées. Alors, de ce que vous avez vu, puisque vous étiez aux affaires sous Boumedienne, à quel moment, on va dire que la gabegie sur la rente pétrolière algérienne a commencé? La gabegie, non, mais plutôt l'accaparement des ressources pétrolières a démarré très tôt. Déjà, comme je l'ai dit, avec Messaoud Zeggar, qui était donc l'homme de Boumedienne, lui, Chérif Guellal et d'autres ont déjà exploité le filon, mettons. Mais la corruption était quand même limitée, d'une part, et puis elle était téléguidée. On savait à quoi servait l'argent. Oui, à quoi servait cet argent. Les choses la corruption a évolué d'une manière astronomique avec l'arrivée de Chadli Benjedid au pouvoir. Et alors, avec l'arrivée de Bouteflika, alors ça a explosé. Maintenant, c'est tout le monde qui